Donc les acteurs de DIVAC, eh bien, c'est avant tout une cohorte. Et c'est ça qui est à ne pas oublier, et je pense que ça c'était un gros point sur lequel il fallait insister, mais c'est une cohorte. Ça veut dire que selon la définition de l'INVS, c'est-à-dire l'Institut national de veille sanitaire, une cohorte, c'est une population qui est définie, suivie dans le temps, dans le but de comparer l'incidence d'événements, morbidité ou mortalité, dans un ou plusieurs groupes d'individus définis en fonction de critères, qui sont par exemple l'âge, la profession, l'exposition, etc. Et bien typiquement, DIVAC, c'est une cohorte, puisqu'on peut substituer chacun des mots de cette définition de l'INVS par le mot suivant. C'est une cohorte prospective de patients transplantés rénaux, donc dans une pathologie définie, dans le temps, qui existe depuis 1994, et dont le but est de comparer l'incidence d'événements, morbidité ou mortalité, en fonction de paramètres liés aux différents acteurs de cette cohorte, qui sont les receveurs de greffe, les donneurs, et puis bien sûr les paramètres de la greffe. Donc on est typiquement dans cette définition, et l'acteur principal de la cohorte, c'est le patient transplanté. Cette cohorte, pour qu'elle fonctionne, eh bien, il fallait des hommes et des femmes de bonne volonté, qui sont des médecins néphrologues, qui décident à un moment de mettre en commun leurs données pour pouvoir en faire de la science, de la recherche en épidémiologie de transplantation. Et donc, à l'initiative de Jean-Paul, comme il l'a dit, certains néphrologues qui étaient à l'époque Madame Kessler et Christophe Legendre, qui était à Saint-Louis, puis ensuite a rejoint Necker, ont décidé de créer ce premier noyau de réseau pour mettre en commun les données de transplantation de leurs patients, de leur cohorte propre, dans chacun des centres. Puis cette cohorte s'est étendue et nous verrons ensuite à qui. Alors maintenant, donc voilà les différents néphrologues impliqués dans la cohorte. Ils figurent tous ici, certains même comme Alexandre Loupi ont la double casquette, puisqu'ils sont néphrologues et épidémiologistes avec le diplôme adéquat. Et donc, vous voyez qu'en 1994, il y avait Nantes, avec Jean-Paul Souilou, moi-même et Jacques, et puis bien sûr les médecins néphrologues du service, mais je parle simplement du conseil scientifique. Necker, avec Christophe Legendre et Henri Cress, rejoint par Alexandre Loupi, beaucoup plus jeune, Madame Kessler et Marc Ladrière à Nancy, et puis ensuite Monsieur Durand, qui était le patron de Nancy, de Toulouse, pardon, a décidé de rentrer dans la cohorte. C'est pour ça que Toulouse est rentrée. Maintenant, c'est Nassim Camar et Lionel Rostin qui en sont responsables. Valérie Garrigue et Monsieur Morad à Montpellier. Lyon, quand Centaure a été créé, avec Emmanuel Morellon et plus récemment Fanny Duron, qui est une jeune PH. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2013, l'hôpital Saint-Louis, avec Denis Glotz et Carmen Lefaucheur, dont je n'avais pas la photo, mais je vous promets que ça lui ressemble un petit peu. Et Nice, avec Madame Cassuto, qui donc est présente, et Madame Albano. Ah, pardon, c'est inversé, les noms sont inversés. Donc voilà, tous ces hommes et femmes de bonne volonté qui sont des néphrologues ont décidé de mettre en commun leurs données pour faire un réseau. Alors pour faire un réseau et pour faire surtout mettre en commun ces données, il fallait, comme le disait Jean-Paul, un informaticien qui nous crée une base de données informatique parce que tout était sur papier à l'époque. Et donc cet informaticien, on l'a recruté. Et il s'appelle Pascal Daguin. Et quand on l'a recruté, on a très vite compris qu'il fonctionnait et qu'il avait un réseau dans sa tête qui était complètement codé, comme le montre la radio. Voilà, c'est Pascal. Et comme disait Jean-Paul, il est au-dessus de tout, il est en apesanteur, c'est vrai, je connais personne qui soit ennemi de Pascal Daguin. Donc il a créé cette base de données, soutenue au départ par celui qui a créé ensuite la boîte Adecom, et il a ce petit caractère aussi que vous voyez sur l'image en bas, un peu parfois bizarre. Parce que très enclin à ne faire que de l'informatique. Voilà, donc cet informaticien a créé ce logiciel qui s'appelle Integralis et qu'on a installé d'abord à Nantes, puis ensuite
en réseau sur différents centres. Ce logiciel intégraliste a obtenu le prix Microsoft en 2000, c'est-à-dire la qualité de ce qu'il avait créé, et on l'a donc installé pour créer une base de données pour pouvoir informatiser les données de chacun des centres qui participaient à la cohorte d'IVAT. Donc c'est l'intérêt de créer ce logiciel et de l'installer dans chacun des centres, c'était de pouvoir centraliser ces données sur un serveur localisé à Nantes, dans l'entreprise IDPC, pour faire une base de données commune et pour pouvoir l'exploiter à volo en fonction des idées des néphrologues qui s'agitaient dans le réseau et en fonction des questions médicales auxquelles ils voulaient répondre. Donc il a fallu créer tout ça. Il vous fera l'histoire de la technologie de DIVAT à la fin de cette matinée et vous verrez que ça a été un travail acharné de 20 ans à faire, refaire et refaire en suivant les évolutions technologiques de l'informatique. Bien sûr, tout ça ne serait pas possible, il n'y aurait pas une donnée rentrée dans DIVAT que l'on puisse exploiter sans les assistants de recherche clinique. Donc les assistants de recherche clinique, il y en a dans chaque centre. Ce sont des personnes d'extrêmement bonne volonté qui, au quotidien, vont dans les dossiers, vont chercher des informations, se plantent souvent sur des informations qui sont mal écrites par les médecins, font un effort constant pour que, au bout du compte, on arrive à informatiser des données médicales qui soient ensuite exploitables pour des extractions, pour faire de la recherche avec. Donc ces assistantes de recherche clinique, je les ai faites figurer ici, je n'avais hélas pas toutes leurs photos, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse majorité de jeunes femmes, avec Sandra Le Floch à Nantes, Annick Petit qui est maintenant à la retraite à Necker, Juliane Posson qui est ici, Patricia, je ne prononcerai pas son nom parce qu'il est imprononçable, Valérie Esbach et Catherine Sellier de Nancy, Fatia et Céline Dago de Lyon, Céline Coel à Nice, Véronique Godel et Katia, qui a aussi un nom difficile, Jurgensen à Montpellier, et un garçon qui s'appelle Xavier Longwy et qui est un peu comme ça, c'est-à-dire un peu YOLO, mais très efficace. Donc il y a les arcs fondamentales, mais pour que tout ça soit aussi de très bonne qualité, eh bien, il fallait des procédures. Et donc on a créé des procédures de qualité, et la principale des procédures, donc il y en a plein maintenant, et c'est Cathy Tréverne-Monet essentiellement qui s'en occupe pour qu'elle soit le plus procédurière possible. Mais la principale de ces procédures, c'est un audit. Donc un des acteurs de DIVAT, c'est la réalisation de cross-audit entre les centres qui permet de valider la qualité des données de façon annuelle pour qu'on puisse les exploiter en disant oui, ce sont des données correctes. Alors il y a toujours des fautes, on s'en rend compte à chaque réunion. Il y a aussi beaucoup de données manquantes parce que c'est pas facile de trouver des informations. Mais je pense que sans cette dimension d'audit de qualité, on ne pourrait pas exploiter les données comme on fait, elles seraient certainement moins bonnes. C'est grâce à ces audits de qualité que l'on peut donner le label DIVAT. Et DIVAT, ça veut dire données informatisées, validées, donc c'est le V et le A, en transplantation. Et c'est une fois que l'audit est fait et qu'on se rend compte que les données sont de bonne qualité, que l'on peut exploiter les données. Très récemment, donc Saint-Louis et Nice ont été audités, et nous aurons notre conseil scientifique demain pour voir l'analyse de leurs audits, et savoir s'ils peuvent, si on peut analyser leurs données. Tout cela a permis donc de créer un réseau. On a les malades, on a les néphrologues, on a le logiciel, on a les assistants de recherche clinique qui rendent ces données, et ce réseau permet de faire de la recherche en épidémiologie de transplantation. Mais un réseau, c'est un fonctionnement. Et le fonctionnement, au départ, on en a fait un fonctionnement entre nous. On a créé une charte de fonctionnement. Et on en a discuté beaucoup, avec l'aide notamment du laboratoire Roche qui nous organisait des réunions à Paris, au Lutetia. C'était très agréable. Et c'est pas suffisant. C'est pourquoi on est passé dans une dimension, parce que ce sont des patients maintenant. Et ça a toujours été des patients, mais on prend une dimension
avec 8 centres de transplantation dans des hôpitaux où on partage de l'information, où il y a maintenant des brevets, où il y a aussi des articles. Donc il fallait plus qu'une charte de fonctionnement. Et on est passé maintenant à la dimension consortium. Et ça, c'est grâce à l'aide des juristes de l'hôpital, et notamment de Anne Leloird, mais aussi de Sabrina Bouter qui s'occupe de la recherche non interventionnelle sur l'hôpital, que nous avons réussi à créer un consortium entre hôpitaux qui est pratiquement signé. Je crois, Sabrina, qu'il reste un hôpital qui n'a pas encore signé, mais tout le monde a signé. Et donc on a enfin une vraie charte légale de fonctionnement que l'on peut opposer à chacun des centres qui participent à ce réseau pour qu'ils suivent les règles du réseau de publication, de brevets, etc. Donc merci à Sabrina et Anne d'avoir aidé à constituer ce consortium. Ça a quand même mis près de 2 ans. Voilà, donc on a bien sûr l'outil. Maintenant, il faut faire de la recherche avec, et pour arriver à faire de la recherche de très bonne qualité, pendant longtemps, on en a fait chacun dans nos centres. Donc Madame Kessler avait la chance d'avoir déjà une très bonne équipe de recherche en épidémiologie et en biostatistique sur Nancy, ce qui n'était pas forcément le cas des autres centres. Et grâce à Centaure, nous avons recruté, et à Jean-Paul, qui a soutenu très fort ce projet, un premier biostatisticien qui était Johan Fouché, qui hélas n'est pas là aujourd'hui, mais que nous pensons bien. Et grâce à lui, on a commencé à donner une dimension professionnelle aux biostatistiques dans la cohorte d'IVAT. Et cette dimension, elle s'applique sur les desiderata des néphrologues qui ont des idées de recherche, mais qui sont exploitées de façon professionnelle par des biostatisticiens. Alors, sur Nantes, on a créé un petit groupe de recherche qui s'appelle le groupe DIVAT Sphère, Sphère étant l'équipe de biostatistique universitaire dirigée par le professeur Selig de la faculté de Nantes. Et ce groupe de recherche est animé essentiellement par Johan et réunit des chercheurs en biostatistique pour travailler sur les données de la cohorte d'IVAT. Et donc dans ce groupe de recherche, eh bien, il y a Johan Fouché qui est MCU en biostatistique, Étienne Dantan qui est aussi MCU en biostatistique, des doctorants avec Marie-Cécile Fournier, Florence Gilizot et Florent Leborgne, qui tous trois travaillent sur des modèles très innovants qui s'appliquent à la transplantation, mais qui leur permet aussi de faire des modèles à publier dans des revues de biostatistiques, donc de validation de nouvelles découvertes en biostat. Donc Marie-Cécile travaille sur des modèles conjoints, avec un papier en cours de rédaction, Florence sur des modèles multi-états et Florent Leborgne sur des scores de propension, qui vont être appliqués sur la cohorte d'IVAT, j'y reviendrai un petit peu. Il y a aussi des post-doctorants, avec Cathy Trébernonnet qui a fait sa thèse sur les données d'IVAT, qui a publié plusieurs papiers aussi dans le cadre du réseau, et qui est maintenant coordonnatrice opérationnelle du réseau d'IVAT, qui s'occupe de la qualité des données et des procédures, et Marine Laurent, qui est aussi post-doctorante, et qui travaille, elle, sur des modèles de survie relative, avec tout récemment un dépôt de PHRC pour la suite d'un programme qui s'appelle MAKI. Donc voilà, ce groupe de recherche est organisé autour de thématiques, sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Et dans ces thématiques, il y a essentiellement le pronostic à long terme et des thématiques sur les greffons marginaux, sur le retard de marge des greffons, sur l'anatomopathologie, la qualité de vie avec l'intégration de chercheurs en biostatistique, aussi de l'équipe universitaire de Burnick-Séville, dont Jean-Benoît Ardouin, parce que sur les données de transplantation, on sait bien que la qualité de vie est un paramètre très important et on aimerait bien l'intégrer dans nos modèles de biostatistique. Et puis il y a la carcinologie avec le risque des cancers en transplantation, et c'est pourquoi nous avons fait cette journée mixte Centaure-DIVAT, puisque le thème de la journée Centaure, le conseil de la journée scientifique de Centaure, c'était le cancer en transplantation. Et cette thématique-là est animée par Jacques Dantal. Chacune de ces thématiques est animée par un néphrologue et un chercheur biostatisticien. Voilà, donc nous avons
toutes les personnes en présence. Comme le disait le directeur, DIVAT, c'est devenu aussi un modèle, donc il y a des extensions avec DIVAT-URO, qui est un PHRC obtenu par le professeur Karam de l'hôpital de Nantes en 2009, et qui est qui correspond aux données chirurgicales de la transplantation dans chacun des centres du réseau DIVAT, et puis DIVAT Pancréas, animé par Diego Kantarovic et le professeur Lionel Badet, ici présent, avec 2 assistants de recherche clinique qui s'occupent que de ces données-là, qui sont Pierre-Emmanuel Imbert et Cécile Guillot-Guéguin. Donc un modèle développé dans d'autres thématiques, toujours liées à la transplantation. Il y a aussi bien sûr le réseau COLT, qui réunit toutes les greffes de transplantation pulmonaire en France, qui est bâti sur le même modèle. Voilà, c'est une plateforme, DIVAT c'est une plateforme, la plateforme de l'ABEX, le LabEx Transplantex, qui est un LabEx qui est dévolu à identifier des nouveaux loci d'histocompatibilité avec l'hôpital de Strasbourg, la faculté de Strasbourg, et Sianiak Baram et Raphaël Carapito qui fera un topo cet après-midi, et 2 assistants de recherche clinique aussi, qui sont Loïc Fauché et Julien Pousson. Donc la plateforme, c'est aussi la plateforme de Centaure, comme disait Jean-Paul, et notamment de la biocollection. Alors cette biocollection, elle est vraiment fondamentale. Centaure est né de l'esprit de Jean-Paul Souillou, Jean-Michel Bernard et Christophe Legendre, maintenant dirigé par Sophie Brouard. Et la plateforme de Centaure est essentiellement la biocollection. Donc cette biocollection elle permet de faire de la recherche translationnelle en transplantation avec le professeur Daniel Anguichot, Olivier Tonat à Lyon et Sophie Brouard à Nantes. Des assistants de recherche clinique, là aussi, qui s'occupent d'informatiser, de gérer les échantillons. Xavier Le Breton à Necker, Pierre-Emmanuel Imbert à Lyon et Pierre Guérif à Nantes. Tout cela permet de mettre en commun des échantillons biologiques pour faire de la recherche translationnelle sur des paramètres de risque immunologiques en transplantation rénale. Donc on arrive pratiquement à la fin de ce catalogue, mais qui est important parce qu'on se rend compte de la dimension en fait, de ce que représente DIVAT. C'est un site web qui vient juste d'être remis à neuf entièrement par Florent Leborgne, Cathy Trébert-Monet et Benjamin Mille. Donc je vous invite à aller vous balader dessus, vous avez accès librement et vous pouvez voir tous les développements. Alors c'est en anglais maintenant pour essayer de passer à l'international, pour que les gens connaissent mieux notre base de données. C'est aussi, bien sûr, un outil d'extraction qui s'appelle DIVATstat, qui est réalisé par Florent Leborgne et Pascal Daguin, qui vient d'être complètement revisité aussi, et qui permet de pouvoir, à tout néphrologue, même incompétent en biostatistique ou en informatique, de faire des extractions des données qui permet ensuite d'essayer des hypothèses qui ensuite passeront dans les mains des biostatisticiens. Voilà, c'est un rapport annuel qui est émis tous les mois de janvier et qui reprend les 10 dernières années de l'ensemble de la cohorte DIVAT, avec à la tête de l'écriture de ce rapport Cathy, Florent et Henri, monsieur Henri Crest, le professeur Henri Crest, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui pour plusieurs raisons. On arrive presque au bout. Ce qui est très important, c'est qu'on a ce magnifique réseau, mais qui est national, qui est franco-français. Donc même si on représente à peu près 30% des greffes en France, mais on ne sort pas de l'Hexagone. Et donc c'est très difficile de publier des données qui ne sortent pas de l'Hexagone, parce qu'à chaque fois, quand on publie un papier, on nous dit « oui, mais est-ce que c'est applicable à d'autres cohortes ?» Ce qui ne se passe pas quand c'est les Américains qui publient un papier où là tout le monde s'en fout si c'est applicable à d'autres cohortes, ça paraît naturel. Ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'on n'a pas du tout la même démographie. Nous, on nous fait systématiquement ce reproche. Donc on a décidé, avec Johan Fouché et avec l'aide du laboratoire Sanofi, d'essayer de créer un réseau de cross-validation de données avec des pays européens, avec des cohortes européennes. Et 3 de nos confrères ont répondu à l'appel. Donc, monsieur Anders à Oslo, qui est d'accord pour mettre en commun sur un entrepôt de données commun toutes les données norvégiennes de transplantation, ça représente à peu
près 250 greffes par an. Martin Nessens de Louvain, qui est aussi d'accord pour mettre en commun ces données, et le professeur Grignot et notamment Oriol Destar à Barcelone, qui sont d'accord pour participer à cet entrepôt de données commun. Cet entrepôt de données commun pour objectif d'abord de valider ce qui sort de nos données franco-françaises, éventuellement, avec les participants de DIVAT qui le souhaiteront, mais aussi de cross-valider les données qui sortiront de la biocollection. Et ça, c'est Sophie Brouard, qui a obtenu un prix pour pouvoir constituer cet entrepôt de cross-validation biologique. Donc voilà, cet entrepôt de données commun est soutenu par Sanofi. Il est aussi répondant à des appels d'offres pour essayer d'obtenir des financements, pour le mettre en forme. Et nous avons déjà commencé à créer le logiciel. Ce logiciel, il va être fait par l'entreprise IDBC qui est notre partenaire depuis le début, avec notamment en 2000 la création de l'entreprise par Pascal Daguin, soutenu par le CHU de Nantes, en répondant à un appel de la faculté d'économie qui demandait des projets pour des étudiants. Nous avons répondu avec Pascal en 3 lignes à la création d'une entreprise qui pourrait être calquée sur les données d'IVAT et sur le logiciel. Et ce projet a obtenu le prix Envar, qui a permis de créer l'entreprise IDBC, qui emploie maintenant plusieurs informaticiens, dont Cyril Loncle, Christelle, Benjamin Mille, Florent Leborgne, qui lui est... et c'est intéressant parce que là aussi, c'est l'intérêt de travailler public-privé. Florent Leborgne est thésard dans l'équipe de l'ICBI, encadrée par Yann Fouché et moi-même, mais il est aussi payé, sa thèse est payée par l'entreprise IDBC dans le cadre d'un contrat CIFRE. Donc c'est aussi intéressant à noter. Et puis en 2005, l'entreprise IDBC a été rachetée par Noël Minard, de l'entreprise Radecom de Rennes, qui a beaucoup plus récemment obtenu les marchés pour développer une partie des cohortes du CHU de Nantes. Donc la boucle est bouclée, donc tout ça est tout à fait cohérent et intéressant. Les partenaires industriels ont été fondamentaux dans ce réseau, avec Roche pendant 20 ans, partenaire qui ne nous a jamais lâchés jusqu'à cette année, qui a donné plus de 1 million d'euros au développement de ce réseau. Novartis qui prend le relais, et puis des partenaires plus sur des projets ciblés, comme Sanofi sur équité, Astellas qui soutient cette journée, et Chiesi qui va travailler avec nous sur des donneurs marginaux. Voilà, tout ça c'est donc le réseau d'IVAT. Vous voyez qu'il y a beaucoup de participants, tout le monde est lauréat, et les principaux, bien, ce sont les patients, avec 11 000 patients, 800 patients par an, 30% des greffes en France. Mais c'est aussi 8 hôpitaux, 20 néphrologues qui participent à ce réseau, 15 ARC, si on compte aussi la biocollection et les plateformes, 7 chercheurs en biostatistique et épidémiologie, 4 informaticiens, 5 partenaires industriels et moult chercheurs biologistes qui s'intéressent à la biocollection.